Honorables web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité pour cette édition de notes de lecture critique du livre présenté par l'indéboulonnable Pierre Giscard Etekki. Son invité cet après-midi est un fin connaisseur du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il est expert comptable, docteur en droit et consultant international. Il enseigne la géostratégie des entreprises et le droit de l'ingénierie financière aux étudiants de Master 2 et Master of Science dans les universités africaines et notamment à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Géostratégie des entreprises, proposition pour la zone OHADA, chef-d'œuvre pour lequel il nous fait l'honneur de venir en parler sur notre plateau. Et oui, Dr Claude Garrier, 30 années de présence africaine, est bien notre invité ce jour. La régie m'informe qu'ils sont déjà de l'autre côté du plateau. Ensemble, savourons ce grand moment d'échange. Pierre Giscard, à toi l'antenne. À tout à l'heure. Bonjour Monsieur Claude Garnier, bienvenue sur les antennes de Diaf TV. Très heureux de vous rencontrer, Monsieur Etekki, et j'espère que cet entretien intéressera nos spectateurs. Eh bien, prenez place alors. Merci de nous faire l'honneur d'accepter l'invitation d'IA TV. Vous venez de commettre un livre intitulé « La stratégie des entreprises ». Je voudrais vous poser une question d'entrée de jeu. C'est de savoir si vous vous sentez véritablement dans la peau du plaidoyer de l'émergence de l'Afrique. Alors déjà, mon livre s'appelle « Géostratégie des entreprises », autrement dit, des entreprises qui décident enfin de se tourner vers la planète pour conquérir des places là où il y a de l'argent. Donc, soyons clairs, l'Afrique est, pour une bonne part, si on prend les statistiques du FMI, le bas du tableau, s'agissant du PIB, en PPA, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat. On trouve l'Afrique aux environs du 90e rang. Bien. Donc, la question, c'est d'en sortir. En sortir, ça veut dire vendre à des gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est simple. C'est la triade. D'abord, autrement dit, l'Amérique du Nord, l'Union européenne occidentale de préférence, le Japon, auquel on peut ajouter l'Australie. Là, il y a de l'argent. C'est là où il faut vendre. Il faut pour cela fabriquer là où les salaires sont plutôt bas, parce que ça permettra de réaliser des marges et d'être concurrentiel au niveau des prix. L'Afrique a des salaires malheureusement très bas. Lorsqu'on voit qu'il y a 2 ans maintenant, la Côte d'Ivoire a fait passer brillamment son salaire minimum à 65 000 francs CFA par mois. Sauf que je connais des gens qui n'en gagnent que 25. Il y a une part importante de la population qui est hors droit d'une certaine manière dans ces pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas très bien placée, mais les autres ne le sont pas mieux. Bon. Donc, ces salaires bas, eh bien, c'est pas très gentil, mais exploitons-les pour vendre dans les pays riches. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? La Chine a commencé à des salaires minables et aujourd'hui est en train de monter en gamme de production parce que justement ces salaires ayant grimpé à force de développer son industrie, il a fallu embaucher des gens, donc augmenter les salaires. Donc maintenant, il faut vendre des produits et fabriquer des produits de meilleure qualité qui se vendront plus cher, laissant au Vietnam, par exemple, le plaisir de fabriquer le bas de gamme. Mais nous reviendrons sur... L'Afrique, c'est pareil. Il faut, pour que ces salaires grimpent, que l'industrie se développe. Non. Il ne faut plus que l'Afrique ne fasse de vente ou à peu près de produits de base. Nous reviendrons donc, certainement... Il faut se lancer dans la production industrielle. Et la production industrielle, il faut la vendre là où il y a de l'argent. Voilà. Nous reviendrons certainement sur l'ensemble de ces éléments que vous avez d'ailleurs de façon très illustrée et de façon très illustrative développés dans votre bouquin. Mais j'ai bien compris que vous revêtez avec une certaine aisance la posture de plaidoyer de l'émergence de l'Afrique. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 34 ans que je suis en Afrique subsaharienne. Que, malheureusement, j'ai vu une Afrique subsaharienne qui ne se développe pas beaucoup. On peut raconter tout ce qu'on veut. Lorsqu'on dit que le PIB, et on s'en gargarise, est de 9%, moi je ne manque pas de dire ça, c'est la mesure de votre appauvrissement. Parce que lorsque vous vendez des fèves de café ou de cacao, d'abord vous ne devriez pas vendre des fèves, mais des tablettes de chocolat et des des paquets de café en moulu ou même du café soluble. Faire la transformation jusqu'au niveau de la consommation, de façon à ce que toute la plus-value, ce soit vous qui la ramassiez et pas d'autre. Bon, ça c'est un.
Mais pire encore, lorsque vous vendez des minéraux sous la forme de minéraux bruts, du manganèse en Côte d'Ivoire, il y en avait, il n'y en a plus. Du coltan, il y en a encore en Côte d'Ivoire, pourvu que ça dure, parce que ça ne durera pas éternellement. Il n'y a pas de minéraux reproductibles. Bon, donc, l'or de la Côte d'Ivoire s'enfuit sous forme de minerais. Et il va être transformé ailleurs, en bagues, en bijoux, en pièces de monnaie ou en je ne sais pas quoi, mais c'est ailleurs que sera fait. Autrement, la plus-value sera ramassée ailleurs. Non, ça, c'est pas du boulot. Il faut une industrie de transformation qui descend le plus bas possible dans le processus de fabrication, jusque, autant que possible, au niveau le plus bas, c'est au niveau de la consommation. Produire du produit de consommation. Autrement dit que les ouvriers qui fabriquent, les ingénieurs qui conçoivent, les gens de marketing qui font les études de marché, ce soient des gens d'Afrique, et pas des Anglais, des Allemands, des Français, des Australiens, tous gens tout à fait gentils, mais chacun vit pour son compte et pas pour le compte des autres. Hein. Le but des Africains, c'est de se développer. Eux, c'est de se développer. C'est pas de vendre de plus en plus de pétrole, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Prenons un exemple. En 2000, mais nous allons peut-être revenir là-dessus, mais votre propos introductif m'inspire une question que j'ai envie de vous poser d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui a inspiré la rédaction de votre livre? Quel est son intérêt pédagogique et à qui s'adresse-t-il, in fine? J'ai une clientèle de base, si on peut dire, d'abord, tout particulièrement, d'étudiants pour lesquels j'ai inventé, en Côte d'Ivoire, le cours de géostratégie des entreprises. On m'a confié par ailleurs, et ça c'est dans ce que les Ivoiriens appellent une grande école, donc une école d'ingénieurs, on m'a confié à l'université le cours de droit de l'ingénierie financière. Et au lieu d'enseigner que les bêtises, comment on fait un petit emprunt, comment on fait une petite augmentation de capital, ça c'est de la bricole, c'est rien. Le problème c'est les outils complexes pour faire des montages de façon à ce que les entreprises soient rentables, autrement que leurs bénéfices augmentent. Bénéfices, ça veut dire moins d'impôts, moins de salaires, moins de frais d'énergie, de façon à augmenter les marges bénéficiaires. Alors, augmenter les marges bénéficiaires, c'est la rentabilité de l'entreprise, c'est la possibilité de casser des prix pour conquérir des marchés. Voilà. Donc, les entreprises que je connais malheureusement, je suis très content de les connaître, mais ce qui est malheureux, c'est qu'elles restent enfermées. Bon, en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui sont très heureux parce qu'ils vendent des nouilles, des pâtes alimentaires au Ghana. Bon, c'est bien, mais enfin, Ghana, c'est le voisin de palier. Bon, ce qui serait intéressant, et ils vendent à des prix, bon, ce qu'ils peuvent. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils vendent en Afrique, en Union européenne occidentale, en Amérique du Nord, en Australie, où là, il y a des gens qui ont de l'argent, et qui ne demandent qu'à le dépenser. Donc votre propos, in fine, s'adresse aux décideurs de demain, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui vos étudiants. Oui. Est-ce qu'il s'adresse exclusivement à cette catégorie de personnes? C'est votre seul segment visé? Non, j'ai évoqué cela parce que je les rencontre tous les jours, mais les chefs d'entreprise, il faut qu'ils se sortent de leur petit ronron. La Côte d'Ivoire notamment, mais elle n'a pas le monopole, vit à l'abri de très hautes murailles douanières, ce qui permet derrière de pouvoir ronronner et dormir tranquillement. Il faut sortir de là, c'est fini. Il y a un exemple que je donne et qui me paraît tout à fait intéressant. Ce ne sont pas les grosses boîtes qui vont à l'international, ce sont ceux qui vont à l'international qui deviennent grosses. D'accord. Voilà. Lorsque Marc Ladrette de la Charrière achète un petit cabinet avec une poignée de salariés, un petit cabinet d'analyse financière parisien. Mais il ne s'arrête pas là. Il aurait pu rester avec sa dizaine de salariés, faire des petites analyses, gagner sa croûte, et puis c'était très bien. Non. Il a l'idée que la place financière d'Europe la plus importante et historiquement de loin la plus ancienne, c'est la City of London. Alors il va à Londres et il achète un second cabinet qui est à peu près du même format que le précédent. Et puis que finalement, la principale place financière de cette planète, c'est quand même aujourd'hui New York. Alors il va à New York, il se trouve un cabinet qui avait été monté en 1912, qui ronronnait doucement, tranquillement, une petite boîte qui faisait un petit peu de l'analyse financière. Mais vous êtes déjà en train de rentrer dans le cœur de votre livre, qui est... petite bidule, rien du tout, ça devient Fitch Ratings, c'est l'une des trois plus puissantes et plus célèbres
agence de notation de la planète. C'est parce qu'il est allé à l'international qu'il est devenu un grand. Sinon, il serait resté un petit cabinet de rien du tout. Voilà. Mais on a bien compris que tout le monde joue ça. c'est ce que vous appelez dans votre livre d'ailleurs la géostratégie des entreprises. Absolument. Mais on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est finalement ce qui intéresse nos auditeurs et nos téléspectateurs. En fait, dans votre livre, vous présentez 3 approches doctrinales de développement économique. Une approche française que vous qualifiez d'une approche très interventionniste, une approche américaine qui est plutôt l'opposé du modèle français et une approche intermédiaire que vous dénommez comme étant l'ordolibéralisme. On comprend également que dans ces 3 approches, il y en a une qui emporte votre intérêt, qui est la 3e citée. Pourquoi ? Eh bien, parce que, il faut voir l'aspect historique. Cette conception a été inventée par des économistes, juristes, historiens allemands, réunis dans ce qu'on appelle l'école de Fribourg, du nom de Fribourg-en-Brisgau, donc le Fribourg allemand, parce qu'il y a un Fribourg alsacien, un Fribourg suisse, qu'est-ce que je raconte ? Voilà. Alors, ces gens-là, travaillant à partir des années 1930, ont conçu une certaine façon mais l'ont conçu à l'époque de façon théorique, une certaine façon de concevoir l'économie. Et cette façon de concevoir l'économie a été effectivement mise en œuvre à partir de 1948 par Ludwig Erhard, alors que l'Allemagne était encore aplatie pour avoir été écrabouillée sous les bombes américaines, britanniques et soviétiques. Bon. Cette conception a permis, non pas un miracle, mais le redressement économique de l'Allemagne, qui aujourd'hui se trouve être le 3e exportateur mondial, le 4e par PIB en PPA, en parité de pouvoir d'achat. Donc, partant de zéro, elle est devenue ça. Je considère que des pays d'Afrique, qui sont économiquement, pour des raisons diverses et différentes, bien entendu, ils n'ont pas pris les bons, Dieu merci, à un niveau très bas, sinon zéro, mais très bas, justement de grimper et réellement un jour d'émerger. Quand je dis émerger, c'est revenir à égalité avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Mais le modèle français que vous fustigez tant, il a d'antan créé de la richesse. On a connu la France comme une grande puissance industrielle et économique, au travers même de son modèle très interventionniste, non ? Alors, vous avez connu aussi un autre modèle qui était en réalité très proche du système français, qui était le système soviétique. Sauf que le système soviétique s'est écrabouillé en 91-92. Ouais, mais là, il y a quand même un gap entre le système soviétique et le système français. Non. Expliquez-nous. Le système français est né, à partir de 1944, d'une alliance tout à fait pratique et réaliste entre Charles de Gaulle et le Parti communiste français, qui avaient été les 2 combattants français contre l'armée allemande et qui étaient devenus, à partir de 1944, en pratique grosso modo, les maîtres du pays. Grosso modo. Bon. D'où l'invention du commissariat général au plan. On planifiait, du moins on prétendait planifier la France comme était planifiée l'Union soviétique. Le Gosplan était bel et bien soviétique. Il y a eu un Gosplan et il y avait un commissariat général au plan. Exactement la même chose. Alors, donc, avec un interventionnisme très important, l'industrie automobile française, qui à une certaine époque s'est bien portée, s'appelait Renault. La Régie nationale des usines Renault. Et créer de l'emploi. Or, oui, sauf que... Et la France connaissait une prospérité. Sauf si vous preniez la presse automobile de 1955 à peu près, qui dénonçait que Renault ne payait pas ses cotisations de sécurité sociale. Quelle est la place que vous donnez à l'entrepreneuriat local ? Ah mais il est le fondement même, puisque c'est géostratégie des entreprises. Or, en Afrique, ce que l'on trouve, c'est soit des filiales de grands groupes étrangers, ce qui ne m'intéresse pas, ils sont d'une certaine manière des envahisseurs, et par ailleurs des petites et moyennes entreprises, sachant que cette expression n'a pas le même sens qu'en français, il s'en faut de loin. Bon, en Côte d'Ivoire, par exemple, une entreprise de 1500 salariés, c'est une très grosse entreprise. En France, ce serait, disons grosso modo, une moyenne. Une belle moyenne, sans plus. Voilà. Donc, les entreprises de 50 salariés, 30 salariés, il n'y a aucun problème.
J'ai évoqué Marc Ledrette de la Charrière, qui a pris 3 petites boîtes qui chacune avaient 10-15 salariés, pas plus. Mais évidemment, on lève un temps ensemble, ça fait 50 salariés, évidemment, grosso modo. Mais 50 salariés, c'est quand même pas la Lune. Sauf que c'est devenu Fitch Ratings. Mais dans la conquête de l'espace géostratégique, quelle est la relation que l'État pourrait avoir avec cet entrepreneuriat pour faciliter l'émergence des entreprises? Donc, l'État peut déjà instituer auprès du ministère des Finances un service d'information économique chargé de collecter, par l'intermédiaire de ses ambassades, par l'intermédiaire éventuellement de cabinets de marketing un peu partout sur la planète, des informations qu'il met à la disposition des entreprises sur les marchés plutôt ouverts, les marchés complètement bloqués, éventuellement les réglementations existant un peu partout dans le monde, de façon à ce que les chefs d'entreprise puissent avoir le maximum de documents à la fois juridiques. Nous ne sommes pas dans les westerns, il ne suffit pas d'avoir une paire de revolvers pour pouvoir avancer. Hein. Nous sommes dans un univers de droit. Du moins, on peut l'espérer. Donc, des informations juridiques, des informations marketing, notamment, au sens large, hein, voilà, les attentes de la clientèle, les désirs, les marchés émergents, etc. Et mettre ça à la disposition des entreprises. Après ça, il y a un très bon modèle qui est le modèle brésilien. Ça veut dire faire que l'État fasse des efforts pour aider diplomatiquement, c'est-à-dire pousser auprès d'autres pays, ces entreprises pour qu'elles obtiennent des marchés publics, par exemple, des marchés de travaux, notamment, mais également des marchés, pourquoi pas, de fournitures de bureaux, enfin, que sais-je. Voilà. Donc, l'État, dans un certain nombre de pays, joue ce rôle. C'est pourquoi j'évoque le Brésil, par exemple. Pour ce qui est du service d'information économique, il existe depuis extrêmement longtemps auprès du ministère français des Finances. Pour une fois, quelque chose d'utile qui existe en France. Ça peut exister ailleurs, hein. Mais je parle de ce que je connais. Mais donc, voilà des rôles que l'État doit jouer. Il doit être un informateur de façon à ce que les entreprises puissent jouer leur rôle d'entreprise. Voilà. Mais quand on connaît la faiblesse des États africains, notamment dans leur capacité à se mouvoir du point de vue de la souveraineté, est-ce qu'il est capable qu'ils accompagnent au travers de la lecture, la grille de lecture que vous venez de dessiner, les entreprises ? Non. Alors là, il y a des choix politiques. Hein. Il faut savoir si... Alors, un autre problème qui se pose, quand on dit en Afrique c'est trop vague et trop flou, mais enfin on va dire comme ça quand même, ça va être plus pratique dans l'immédiat. Un certain nombre d'États sont dirigés par des gens dont la légitimité n'est pas des plus grandes. Le moins qu'on puisse dire. Moyennant quoi, la contestation y est des plus violentes. Et parfois, quand je dis violente, ça peut être le fusil à la main. Absolument. Bien. L'exemple récent, c'est le Burundi. Ne citons pas de nom. Oui, non, absolument. Il y a ceux le Cameroun, où c'est plus ou moins latent. Lorsque certaines des élections de Paul Biya se sont terminées, parce que son adversaire, on lui a encerclé sa maison, c'était un anglophone à une époque, on lui a encerclé sa maison en lui annonçant que s'il bougeait, il était mort. Moyennant quoi, il est resté gentiment chez lui et Paul Biya a été élu. Bon, ça ne crée pas une légitimité excessive. Peut-être une légalité, mais pas une légitimité. Je ne veux pas citer d'autres noms sciemment, parce que là, du coup, je finirais par risquer ma tête, et j'en ai pas envie, mais il est évident que le b.a.-ba d'un État, c'est d'abord la légitimité. Autrement dit, d'avoir une construction, que ce soit par les tribunaux, ce qui est le cas parfois en États-Unis. Mais ça fait partie de leur règle de fonctionnement. Les Français trouvent ça étonnant, mais les Américains trouvent tout à fait normal que ce soit des magistrats assistés d'avocats qui décident qui est le président de l'Union. Bon, puisque ça leur plaît, où est le problème ? Eh bien, que ce soit quelqu'un qui, comme l'actuel président français, traîne aux alentours de 12% d'opinion favorable. Peut-être, mais personne ne lèvera petit doigt, parce qu'on va attendre tranquillement la fin de son mandat en se disant qu'après, on va voter pour quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'on sait que son élection a été des plus régulières, que les gens ont été déçus. C'est évident. Mais il a été régulier, donc on attendra patiemment. Donc vous confirmez dans l'hypothèse. Par contre, quelqu'un qui est arrivé grâce aux hélicoptères de combat d'un pays ami.
ça ne crée pas une légalité excessive. Donc vous contestez dans l'hypothèse que si les États, les dirigeants ne sont pas légitimes, en tout cas ne sont pas bien élus... Non, pas alors, une légitimité. Il ne faut pas confondre légalité et légitimité. Non, mais j'entends bien. Donc, non, mais moi, je parle pour les spectateurs. La légitimité il y a un côté affectif dans la légitimité. Ça a été fait régulièrement. J'ai cru qu'un tel serait bien, puis finalement il n'est pas bien. Bon, j'y ai cru, au moins à un moment, le temps où j'ai mis mon bulletin dans l'urne, je vais attendre pendant quelques années, 5 ans par exemple, que son mandat soit terminé, je voterai pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est la légitimité. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Sinon, ce qu'on risque, c'est justement des troubles, et les troubles sont antinomiques avec les affaires. Ça, c'est simple. Aucun investisseur extérieur, ni même éventuellement aucun investisseur local ne va sortir son argent avec le risque que le lendemain, il y ait un incendie criminel parce qu'on va trouver que pour une raison tribale ou autre, il est trop proche du gouvernement en place. C'est pas acceptable, c'est pas possible. Donc vous confirmez dans l'hypothèse que l'illégitimité des gouvernants renforce le risque pays des États et de ce fait est un handicap à l'émergence entrepreneuriale. C'est évident. C'est évident. Mais d'ailleurs, à ce propos, il y a... Non, mais là, je renvoie évidemment les grands auteurs à Montesquieu, qui faisait une espèce d'équivalence entre la paix et le commerce. Alors, dans quel sens faut-il regarder cette équivalence ? Il ne faut pas aller trop loin. Il y a un exemple que je cite très souvent et qui est peut-être cité dans le livre, je finis par plus savoir, c'est les planteurs anglais cultivant l'opium vers 1830 en Inde, veulent la clientèle chinoise et l'armée des Indes est mise en campagne. Donc là, c'est le commerce qui a entraîné la guerre. Bien. Et malheureusement, ce cas n'est pas unique. Bien. Mais il n'empêche pas que, mis à part ces cas-là, il n'y a pas de commerce dans la violence, dans la guerre, dans l'instabilité politique. La stabilité à coup de fusil, bien entendu. Fait, ouais. Voilà. Les fameuses 30 glorieuses, pour la moitié à peu près de la durée, c'est la 4e République dont les gouvernements valdinguaient avec une grande fréquence. Mais ça, c'était les gouvernements qui valdinguaient, c'est pas pour autant que les gens descendaient dans la rue un fusil à la main. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Donc, il est évident que la stabilité politique, plutôt la légitimité politique par la stabilité, est indispensable pour que les affaires fonctionnent. Certains même ont considéré que si les investisseurs américains, à une certaine époque, avaient décidé, plutôt si l'Union soviétique, quand elle existait, avait accepté que les investisseurs américains viennent chez elle, où il y avait des gouvernements d'une stabilité pas possible, d'une légitimité, semble-t-il, pas contestée. Les quelques contestataires, on les envoyait piocher en Sibérie, c'était désagréable pour eux, mais enfin, ça mettait fin à la contestation. Les hommes d'affaires, si l'Union soviétique l'avait accepté, se seraient bousculés et aurait encensé le gouvernement communiste de l'époque. De même que les hommes d'affaires américains, aujourd'hui, eux, ils investissent en Chine. Ils passent des contrats avec des entreprises chinoises et leur font gagner de l'argent. Même si le gouvernement est censé être communiste. Vous avez tendance à soutenir que le politique doit soutenir l'économie pour que l'économie se porte mieux. Mais on a vu l'inverse dans d'autres pays s'opérer, où c'est le pouvoir économique qui donne toute la dimension au pouvoir politique, et de ce fait, le pouvoir politique se met au service de l'économie. Pourquoi ce ne serait pas valable en Afrique ? C'est que, attention, il faut quand même imaginer que si les hommes d'affaires prennent trop de pouvoir et pratiquement s'emparent du gouvernement, ça donne les colonels au Chili, les colonels en Grèce, les colonels en Argentine, et je ne suis pas sûr que c'était très bon globalement dans la durée. En tout cas, le codisme latino-américain a permis l'émergence d'une classe économique latino-américaine qui a injecté des capitaux privés dans l'économie latino-américaine, et on voit bien les écarts de développement qu'il y a entre les latino-américains et les africains. Oui, non, mais qui fonctionne. Jusqu'à quel point ? Parce que ça a permis à ce que des investisseurs américains sortent de chez eux pour aller dans les pays latino-américains, mais ça n'a pas tellement favorisé l'investissement local. Donc il est souhaitable, certes,
que les investisseurs extérieurs viennent, mais il est aussi nécessaire que les investisseurs locaux puissent agir et puissent, pourquoi pas, ce qui m'intéresse moi, sortir pour aller. Ou sinon, on en est bientôt à voir des investisseurs extérieurs qui bientôt vont devenir des occupants. Que le Gauleiter, et volontairement j'utilise ce mot, soit du pays même qui est dirigé, n'empêche pas qu'il est un Gauleiter au service de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que cette formule soit quand même souhaitable. Hein. Mais à ce propos, ça me donne. Je suis même convaincu qu'elle n'est pas souhaitable du tout. J'entends bien. Et c'est une belle phrase de transition parce qu'à ce propos, il y a un industriel africain très connu, Dangote, vous en avez entendu parler ? Allez-y, allez-y. C'est quelqu'un qui est dans la cimenterie, Oui. qui considère par définition que l'environnement des affaires en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, est fort dominé par l'étranger. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que c'est un handicap ? Je ne sais pas si c'est un handicap, mais il est certain que ça ne va pas favoriser le développement. Mais ça, c'est une certitude, ça n'a pas favorisé le développement, ça c'est un fait. Donc ça veut dire que c'est mauvais. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait des gens à privilèges, qu'ils soient nationaux ou extérieurs, il n'est pas souhaitable qu'il y ait des privilégiés. Or, le système actuel, prenons un exemple très simple. Hein. Lorsque, je ne sais plus si c'est en 97 ou 98, M. Bouygues déclare à Fraternité Matin que ce n'est pas parce qu'il est un ami personnel de M. Bédier, c'est quasiment une citation, hein, que la construction du pont, qui finalement a été construit maintenant, que la construction du pont lui a été confiée, comme l'écrivait fort justement Roger Perfit, on ne dénonce que les nouvelles vraies, les nouvelles fausses se dénoncent toutes seules. Lorsque M. Bouygues annonce ce n'est pas parce que je suis un ami, c'est parce que justement il est un ami. Oui, mais pourquoi ? Parce que se préparaient les élections qui auraient dû avoir lieu en 2000 et que M. Bouygues avait probablement eu quelques générosités dans la cagnotte électorale de M. Bédier. De même que M. Bouygues a finalement construit le pont en question, cette fois pour M. Ouattara, peut-être grâce à quelques gentillesses pour sa caisse électorale, mais ce n'est pas acceptable, ça. Qu'est-ce que c'est ? Non, ça c'est inacceptable. Mais vous pensez que ces connivences n'ont droit de cité qu'en Afrique ? Ah, certainement pas, malheureusement. Il y a des exemples légion dans le monde occidental. En France, les relations entre Dassault et le pouvoir en place, les relations entre Mitterrand et une certaine classe de dirigeants économiques. Aux États-Unis, c'est pareil. Lorsque est-ce que c'est la plateforme pétrolière BP qui a explosé ou à peu près dans le golfe du Mexique, elle n'a eu à indemniser en fait personne, parce que précisément ce que brusquement on a découvert, c'est que M. Obama avait reçu des quantités d'argent énormes, alors qu'en principe, personne ne devait verser plus de, je ne sais plus, 20 ou 30 dollars de cotisation. BP avait dépassé très sensiblement le seuil en question. Et du coup, BP a été mis à l'abri des ennuis. Mais ce n'était pas acceptable, des choses comme ça. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, ne change exactement rien. Mais il y a quand même une contradiction, si vous permettez, que j'en relève dans votre propos. Vous partagez le constat avec moi que les États africains sont faibles. Oui, ils sont faibles. Plutôt, ils sont aux mains de gens qui sont soutenus par l'étranger. Ils sont les agents d'étrangers. Donc ils sont faibles. En termes oui. Ils sont pas souverains. Le pouvoir du dernier pas vraiment. Ils n'ont pas. Non. Si on prend certains pays que je connais bien, semble-t-il, ils sont au service de l'étranger. Très bien. Ou éventuellement des pays étrangers où ils vont passer gentiment leurs vacances. Éventuellement où ils vont se faire soigner quand ils ont des maux un peu graves. N'est-ce pas ? Mais les capitaux privés doivent venir de l'étranger. On est d'accord ? Non. Ils peuvent. Il est parfois nécessaire que. Mais ce n'est pas les capitaux seulement. Il y a éventuellement des savoir-faire qui vont être apportés cette fois. S'il y a des ouvriers, j'y reviens, capables justement d'exécuter certaines tâches, de réaliser certaines tâches, il y a des savoir-faire qu'on va leur apporter. Donc, que les capitaux étrangers soient utiles. Oui, il y a des capitaux étrangers en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en États-Unis, en Chine et ailleurs.
Donc la question n'est pas de faire fuir les capitaux étrangers d'office. La question est que ces capitaux soient dans leur rôle d'entreprise, d'investisseurs, et c'est très bien ainsi, qu'ils gagnent de l'argent, c'est également très bien ainsi, c'est leur rôle. Mais par contre, qu'ils fassent la pluie et le beau temps dans le gouvernement, ça ce n'est pas acceptable. Mon raisonnement est le suivant. Il est de considérer qu'il y a un assujettissement politique du pouvoir local vis-à-vis de l'étranger, et vous refusez cet assujettissement, mais vous voulez les capitaux étrangers. C'est quand même, pour le développement de l'Afrique, c'est quand même une contradiction de principe. Non, c'est une nécessité. Il faut que la vie économique soit une chose et que la vie politique d'un pays soit une autre. Là, je pense que nous ne partageons pas le même avis. Ah oui, non, mais ça, les deux sont imbriqués. Eh bien, il ne devrait pas. Il n'y a pas de césure entre la vie économique d'une part et la vie politique de l'autre. Attendez voir. Il est évident que lorsque l'on dit les intérêts de tel pays, qu'ils soient américains, allemands ou autres, c'est, soyons clairs, les intérêts des grands industriels qui sont regardés en priorité, parce que c'est eux qui sont vus. Bon. Ça, c'est entendu. Mais c'est les intérêts collectifs de ces industriels, pas les intérêts d'un industriel déterminé. C'est là où ça commence à marcher beaucoup moins bien. Par ailleurs, ce n'est pas uniquement les intérêts des investisseurs étrangers. Lorsque le gouvernement américain s'intéresse aux pétroliers, il n'est pas d'un amour excessif pour Total, pour Lukoil ou pour n'importe quel autre. Il s'intéresse à BP, il s'intéresse à Mobil, il s'intéresse, etc., à Esso, tout ce que vous voudrez, aux industriels de chez lui. Mais c'est quand même curieux. Et qu'il aide ces industriels à lui. Je dirais, à la limite, on est bientôt à la solidarité nationale, d'une certaine manière. Bon, il y a un moment où c'est humain, trop humain, quand même. Par contre, qu'un gouvernement soit à la remorque d'investisseurs étrangers, là, ça ne va plus. Parce qu'il est à la remorque d'intérêts d'ailleurs. Ce que l'on disait tout à l'heure, l'un des rôles de l'État, par des moyens divers au minimum d'information, et lorsque je prenais l'exemple du Brésil, lui, il fait des pieds et des mains auprès des pays voisins pour qu'ils acceptent ces entreprises, notamment de travaux publics ou diverses, comme fournisseurs. Il fait ce qu'il peut, parce que c'est conforme à l'intérêt économique de son pays, aux salariés de son pays, en même temps que des patrons. Les salariés, ils retrouvent leur travail, évidemment. Bon. Mais, par contre, le Brésil ne s'est pas mis, le Brésil actuel, hein, parce que justement, il y a eu une période antérieure où justement, ça ne marchait pas. Le gouvernement ne doit pas être à la remorque des investisseurs extérieurs. Non mais ça on est d'accord. Ça c'est non. Mais ça on est d'accord, monsieur Garrier. Ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, si vous permettez, je reviens sur un point de précision intéressant qui peut être vraiment intéressant pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent. Vous dites, il devrait avoir une césure entre la politique et l'économie. C'est ce que vous soutenez. Disons que, attendez voir, pas la politique et l'économie. C'est ce que vous avez soutenu. Ou alors j'ai mal compris. Oui. Entre le gouvernement d'un pays et les investisseurs étrangers. Quelle différence faites-vous ? Les investisseurs étrangers sont par définition étrangers. Bon, ils investissent, ils gagnent de l'argent, j'y reviens. C'est leur rôle, tant mieux pour eux, c'est même pas un problème. Bien, ils ont créé des emplois, eh ben, tant mieux. J'y retrouve de manière en intérêt. Mais ils sont des investisseurs étrangers. Mais comment construisez-vous votre attractivité si elle ne se fait pas au travers des politiques publiques ? Votre attractivité économique ? Attends, l'attractivité économique, ça veut dire que je vais avoir une législation qui favorise... Donc de fait ? Non, qui favorise les entreprises et non pas les entreprises extérieures. C'est pourquoi je dénonce le danger terrible des APIE, des accords de protection des investissements étrangers. Ça, c'est non. Que les investisseurs étrangers deviennent des privilégiés dans mon pays, ça, c'est pas tolérable. Ça, c'est pas tolérable. Dans mon pays, ce sont les gens de mon pays. Tant que les nations existeront, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est les nationaux de mon pays qui, indirectement, au travers de l'Assemblée nationale et du reste, construisent les droits de mon pays. Les investisseurs extérieurs
profitent de ce droit. La question, c'est de ne pas faire, justement, c'est ce que nous avons vu au début, des solutions où même des nationaux vont avoir des monopoles, des privilèges. Non, il ne doit pas y avoir de privilèges du tout. On doit être dans un ordre, dans une organisation, dans un ordre, mais un ordre où le politique est le politique et l'économique est l'économique. Il n'empêche pas que, moi, gouvernement de tel pays, je vais donner des informations à tout le monde. Que les investisseurs étrangers aillent lire les informations que donne mon bureau de renseignement économique, je n'y vois aucun inconvénient. Tant mieux. Je donne des informations. Mais par contre, lorsque je vais faire des pieds et des mains auprès des gouvernements d'à côté pour aider une entreprise, ce sont mes entreprises nationales que je vais pousser, passer les autres. Informer, c'est une chose. Soutenir à l'international, c'en est une autre. C'est là où il y a des nuances. Mais je comprends très bien, et la nuance me semble, de mon point de vue, suffisamment claire. Vous dites, et de façon suffisamment appuyée, qu'un État souverain ne devrait pas financer, ou alors ne devrait pas être le garant des intérêts d'une entreprise étrangère. Non, absolument. Et je partage tout à fait votre point de vue. Oui. Mais simplement, je pense qu'on s'est bien compris, on en convient, qu'il n'y a pas de césure d'un point de vue conceptuel en tout cas, entre l'économie, la structure d'une part, et la superstructure de l'autre. Il est évident que c'est le politique qui crée le droit, pratiquement. Voilà. Et il va créer... Et l'économie... Ce droit va influencer l'économie. Disons que le droit crée un certain environnement économique. C'est justement là où l'ordolibéralisme est très important. La question n'est pas de multiplier les entraves aux entreprises, c'est le rôle de l'État, c'est essentiellement de faire en sorte que le marché soit vraiment un marché concurrentiel. D'accord. Il n'y a pas de monopole. Il y a un exemple que je donne. Il y a, je ne sais plus si c'est 100 ou 200 entreprises de production d'électricité en Allemagne. En France, il n'y en a qu'une. Au Sénégal, il n'y en a qu'une, la Sonnel. En Côte d'Ivoire, il n'y en a qu'une, la CIE. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Eh bien, pourquoi les Allemands peuvent-ils se trouver heureux avec 100 ou 200 entreprises de production d'électricité, alors qu'ailleurs, on considère que vraiment il est indispensable d'en avoir qu'une seule. Mais il n'y a pas de raison du tout même. Ce d'autant moins que, si vous prenez des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, en réalité, la production d'électricité est faite par un certain nombre de groupes électrogènes. Très gros, mais enfin des groupes électrogènes. Qu'est-ce qui oblige à ce que tous les groupes électrogènes du pays soient tous dans la même main ? Ils pourraient être dans autant de mains différentes, quitte à ce que, sur le réseau, il y ait des interconnexions. Mais on sait faire des interconnexions quand on franchit les frontières, mais bizarrement, on ne saurait plus les faire à l'intérieur. Il est évident que les différentes entreprises allemandes s'achètent et se vendent de l'électricité tous les jours. De même que c'est la Électricité de France achète de l'électricité en Allemagne aux très nombreuses plutôt, sociétés de production. Donc elle n'a pas un fournisseur, mais des, quand elle importe de l'électricité allemande, et qu'elle leur vend au pluriel son électricité quand les Allemands ont besoin d'électricité. Donc où est le problème ? On sait faire simplement interconnexion, c'est vrai qu'on a mis des compteurs. Mais on peut mettre plein de compteurs, où est le problème ? Donc, pourquoi des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire par exemple, et d'autres, n'ont qu'un fournisseur d'électricité ? Parce qu'en France, il y avait Électricité de France et qu'on a copié le système français, mais ce système étant malsain. Pourquoi le conserver ailleurs ? En matière d'eau, c'est pire encore. L'eau est tirée d'un fleuve, est tirée d'une nappe phréatique, c'est-à-dire de plein de fleuves et de plein de nappes phréatiques, et non pas d'un seul. Mais j'entends bien. Bon, pourquoi n'y a-t-il qu'une Sodeci en Côte d'Ivoire et une seule société de vente d'eau au Sénégal ? Pourquoi ? Alors qu'il pourrait y en avoir au moins une par ville. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce qu'on leur fait des contrats de 15 ans alors qu'on pourrait s'arrêter à des contrats de 5 ans et puis mis en concurrence ? Vous êtes absolument contre des monopoles, vous êtes absolument contre les concessions. Vous êtes... si, il y a des choses qui sont faites par concession, mais justement, par exemple... En tout cas, les concessions de très très longue durée. Ça, c'est absolument... Parce que justement, on arrive à des gens qui vont être des privilégiés, d'autant plus que c'est très longue durée, on les renouvelle éternellement. Mais donc c'est pas acceptable. Pour clore ce point et passer à un autre, si vous permettez, oui. Il y a une relation indéniable entre le politique et l'économique lorsqu'on parle du patriotisme économique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non,
justement, le patriotisme économique n'a pas de sens. L'entreprise n'a pas de nation. Le but de l'entreprise, c'est de faire des profits. Qu'une entreprise, prenons un exemple, ivoirienne, investisse en Roumanie pour vendre en Allemagne et profiter de ce que les revenus allemands sont très supérieurs aux revenus roumains et à plus forte raison des revenus ivoiriens. Je trouve que c'est tout à fait normal. Après ça, qu'elle se crée une holding à Amsterdam pour profiter de ce que dans ce pays, le droit de la propriété sur un nom commercial, les redevances que perçoit la société qui est là, est exonérée d'impôts. Ce qui permettra que cette société vende à la société roumaine et à la société allemande le droit, enfin plutôt loue le droit d'utiliser un certain nom, ramasse des revenus qui seront exonérés d'impôts et qui seront déductibles en Allemagne et en Roumanie. Bravo. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Elle doit maximiser ses profits, c'est son rôle. Donc vous balayez d'un revers de la main tous les arguments qui consistent à soutenir qu'il est des pans de l'économie qui se révèlent comme des pans stratégiques, qui relèvent de la souveraineté des États, qui ne devraient pas être concédés aux capitaux étrangers. Quel est votre point de vue là-dessus? Quelle est votre réflexion? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que cet argument est fondé? Est-ce qu'on peut le balayer d'un revers de la main? Alors tout dépend de ce qu'on met dans ce lot-là. Est-ce que l'industrie du nucléaire français, par exemple, devrait être concédée aux Iraniens parce qu'ils ont de l'argent? Il n'y a aucune raison de refuser aux Iraniens, pourquoi pas, de devenir producteurs d'électricité nucléaire et donc en France. Mais justement, la concurrence serait que EDF ne devient pas iranienne, mais que pour les je ne sais pas combien d'usines nucléaires qu'il y a en France, chacune est un propriétaire différent. Un pouvant être iranien, pourquoi pas? Pourquoi? Alors que, évidemment, mais lorsque certains pays soutiennent, et même certains professeurs d'économie soutiennent, il y a des productions qui sont stratégiques, l'eau, l'électricité. Donc, il doit y avoir... Pourquoi? Mais c'est assez curieux que vous... La concurrence entre producteurs d'électricité, entre producteurs d'eau ou en producteurs de n'importe quoi est parfaitement saine et permettra justement aux consommateurs... Alors, s'agissant de l'eau, on ne va pas leur donner chacun une rue. Ce serait trop compliqué, vraisemblablement. Mais une ville. Donc, de votre point de vue, les questions de souveraineté politique n'ont que très peu d'intérêt à vos yeux à côté de l'économie. Alors, la souveraineté politique, c'est la diplomatie, c'est l'armée, puisque la guerre est la continuation des relations politiques avec l'appoint de la violence, n'est-ce pas? Bon, donc ces deux-là sont liés. Mais c'est curieux parce que dans votre bouquin, vous faites de l'entreprise le bras armé de la politique, dans la conquête de l'espace. Ah ben, non, c'est surtout que je m'intéresse... Attendez voir, non, attention. Mon livre s'appelle Géostratégie des entreprises. Certes, au départ, je donne quelques exemples de géostratégie politique parce que le mot géostratégie a été inventé par les diplomates et par les militaires. Alors, je vais chercher les exemples les plus anciens. Je cite Talleyrand, qui a été un très grand stratège, parce qu'il avait en vue la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, l'Autriche. Il voyait ceux qui avaient compris l'intérêt de traiter avec la France et ceux qui restaient plus ou moins, et ceux avec lesquels il considérait que la France avait intérêt à traiter et qu'il essayait donc, eux, de les convaincre de leur intérêt à traiter avec la France. Donc il avait des vues profondes, des vues dans la longueur, dans la durée. Et qu'au contraire, son empereur, Napoléon, de ce côté-là, était un cancre, préoccupé uniquement du bonheur de ses canons, et on sait comment il a terminé. Il a terminé détenu à Sainte-Hélène, ce qui n'était quand même pas une fin très glorieuse. Est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique terminera comme ça pour clore ce... Ah ben, elle est déjà détenue. D'une certaine manière, elle est détenue. Mais d'une certaine... Quelle lecture faites-vous de l'avenir? Ah non, il faut que l'Afrique sorte de sa situation présente. Ça, il est hors de question dans son intérêt à elle, parce que... Enfin, ça, c'est un vœu. Mais quelle est la lecture que vous avez du futur à la lumière des éléments factuels de si elle reste dans la situation... Non, mais en quelque sorte, il y a deux solutions. Hein. Bon, on peut revenir à un livre paru vers 70 qui s'appelait « Le choc du futur », et non pas le choc des civilisations, mais le choc du futur.
Le futur est fait d'innovation. Mais il y a des gens qui refusent l'innovation. Ils considèrent que leur mode de vie, voilà, est tellement agréable qu'ils tiennent à y rester. C'est leur droit le plus total. Alors ils s'entourent de barrières douanières, et ils vivent très tranquillement. Et ils permettent à des gens qui ont de temps en temps un peu de nostalgie de ce que fut ce passé délicieux, ils vont faire un peu leurs vacances chez eux. Oh mon Dieu, comme c'était bien autrefois. Oh, comme ils étaient heureux. Après ça, on retourne aux choses sérieuses, parce que quand même, on est mieux ailleurs. Bien. Alors, l'Afrique, pour l'instant, est dans cette situation d'offrir à des touristes, à des visiteurs, à des gens qui y vivent, la satisfaction de leur nostalgie. J'ai, en faisant certaines études à la demande du BNED, du Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire, j'ai eu des moments où j'ai rencontré cette nostalgie de l'Afrique de 1910. L'embêtant, c'est que c'était en 1997 et que je ne suis pas du tout convaincu que les habitants, eux, étaient sensibles à ma nostalgie. Je pense même qu'ils étaient plutôt malheureux parce que produisant par exemple un igname considéré, je ne suis pas très connaissant en matière d'igname, moi je les mange à peu près tous de la même manière, mais les connaisseurs faisaient la différence, considéraient que ces ignames-là étaient particulièrement délicieux. Sauf que les Libanais ne venaient jamais parce que les pistes étant infectes, ils avaient peur d'y casser leur voiture. Ce qui fait qu'on m'avait dit, oh, si tu veux une bâchée pleine d'ignames, non pleine, 10 000 francs. C'est inacceptable. Vous êtes en train de soutenir les mêmes propos qu'un illustre président qui s'est exprimé de façon très arrogante sur les terres africaines en disant que l'Afrique ne s'est pas réinventée. Ah ben, je considère qu'il y a un auteur dont le nom m'échappe dans la minute, alors, qui est très célèbre, et qui a titré un livre « L'Afrique noire est mal partie ». Elle n'est pas mal partie. Elle n'est pas... Voilà, absolument. Je considère, contrairement à Dumont, elle n'est pas mal partie, elle n'est pas partie du tout. Il faudrait peut-être qu'elle parte. Elle est restée à la remorque. Non mais, si elle était, soyons clairs, si au XIXe siècle, elle est colonisée, soyons clairs, hein, en utilisant un autre vocabulaire qu'on a utilisé en Europe, elle est occupée, parce qu'elle a été défaite. Alors les batailles ont été très brèves, un caporal 4 hommes suffisait pour écrabouiller ou pour faire capituler toute une garde royale. Elle a été battue. Parce qu'elle n'avait pas su monter dans le train de l'innovation. Le train de l'innovation, c'était des fusils à tir relativement rapide, c'était une cavalerie, c'était tout un tas d'espèces de choses. Parce que l'innovation, ce qui est un des grands moteurs de l'innovation, il ne faut pas se tromper, hein, c'est la guerre. C'est la guerre, hein. C'est pas acceptable, mais c'est comme ça. Moralement, ça ne tient pas debout, sauf qu'humainement, c'est comme ça que ça marche. Les grands progrès techniques sont venus de par la guerre. Beaucoup viennent par la guerre, ou en raison de la guerre. Bon, l'Afrique n'a pas su monter dans ce train-là. Il serait peut-être urgent qu'elle y entre, parce qu'elle continue, d'une certaine manière. Certains Africains en sont à dire « Ah, mais on en est toujours dans la colonisation ». Je dirais d'une certaine manière, ils ont raison, sauf qu'ils ont, eux, une mentalité de coloniser. Et certains se sentent bien dans ce rôle de coloniser. Je me souviens d'un directeur de ministère au Togo, où je lui disais « Il faudrait faire ceci, cela pour sortir de cette situation ». Qui d'un air m'a vraiment désolé, m'a sorti un matin. « Mais monsieur Garguier, nous sommes sous-développés. » Il m'a dit qu'il était sous-développé, comme il m'aurait dit, nous sommes africains, en quelque sorte. Non, c'est pas un état de nature, le sous-développement. Donc, tous les pays ont été sous-développés, sauf qu'il y a ceux qui se sont bagarrés pour en sortir, et ceux qui y croupissent. Et malheureusement, pour un bon morceau, l'Afrique y croupit. Or, c'est l'Afrique subsaharienne. Regardez un pays comme le Maroc. Lui, il se bagarre. Le Maroc avait demandé, il ne l'a pas obtenu, mais il avait demandé à entrer dans l'Union européenne. Il bagarre. Voilà. Le niveau de vie au Maroc est sensiblement supérieur à celui qu'il y a au Sénégal, par exemple. Absolument. C'est évident. Alors qu'ils sont dans le même fuseau horaire. N'est-ce pas? Bon. Pourquoi? Il y en a un qui se bagarre et l'autre qui, d'une certaine manière, somnole. Est-ce que nous arrivons au terme de notre entretien, hein. Si je voudrais vous proposer une conclusion générale, et j'ose espérer que vous la partagerez. Est-ce que vous avez le sentiment que la question de l'émergence n'est pas exclusivement incantatoire, mais d'abord dans un état d'esprit? Est-ce que ça pourrait, de façon générale, caricaturer ou synthétiser votre pensée? Bien entendu. Bien entendu. La Chine aurait pu rester ce qu'elle était du temps de Mao. Il se trouve qu'il y a eu Deng Xiaoping
qui a introduit un certain nombre de concepts, tels que celui de zone économique spéciale, par exemple, qui a introduit cette idée qu'il faut ouvrir et il faut que nos étudiants partent à l'étranger pour apprendre les techniques de l'étranger, y compris les techniques industrielles, hein, bon, pour les rapporter à la maison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est positif. Voilà. Il faut que l'Afrique fasse exactement la même chose. Il faut qu'elle ait son Deng Xiaoping. Deng Xiaoping n'a fait la guerre à personne. Mais il a institué un certain ordre économique, un certain ordre juridique, différent de celui qui existait antérieurement. Et semble-t-il, nettement préférable. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, la Chine a toujours un gouvernement qui est censé être communiste, mais il n'a de communiste que le nom. La Chine, aujourd'hui, est devenue un pays du capitalisme le plus sauvage. Le capitalisme le plus sauvage, comme aucun ouvrier, même roumain, n'accepterait. Même roumain, et Dieu sait qu'eux, ils ont déjà la peau très dure, parce qu'ils en ont déjà vu toutes les couleurs. Mais la Chine est pire encore. Si vous aviez 3 vœux, mais de façon synthétique, à formuler aux dirigeants et aux cadres africains, que leur direz-vous pour qu'ils amorcent l'émergence ? Ah bah, déjà, il faudrait qu'ils acceptent qu'ils ne sont pas propriétaires privés du trône, mais que le trône appartient à la nation. Que la nation n'est pas faite uniquement pour être manipulée et uniquement avaler celui que... mais que la nation se choisira, fût-ce un cancre, ce que l'on trouve dans certains pays aujourd'hui, mais qui a été choisi par la nation, et du même coup qui a une légitimité, même si c'est un cancre. Ça, c'est une première chose, indispensable. Que par ailleurs, le monolithisme étatique n'est pas une bonne solution. Le fait d'être une nation ne veut pas dire que tout le monde doit parler la même langue. Ça ne veut pas dire, pas nécessairement, hein, les Écossais parlent écossais. Le Pays de Galles parle une version du celte considérée comme un peu ancienne. Les Irlandais, à plus forte raison. Bon, ce qui n'empêche pas que tous ont une langue véhicule commune qui est l'anglais. Donc les 3 éléments sont... Bon, alors donc... Pour faire une synthèse, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Une forme, au point de vue politique, fédérale, est infiniment plus souhaitable, avec un État central... Une reconstruction politique totale, avec une dimension fédéraliste. Et puis des formations... Une qualification de la jeunesse. Absolument. Organisées dans une idée de géostratégie. Autrement, on fabrique des ouvriers hautement qualifiés et pas des manœuvres balais, alors qu'on ne fait pas actuellement en Afrique la différence. Et le troisième élément, c'est l'élément d'état de droit. Ah ben, l'état de droit, oui. L'avènement de la démocratie. Ah ben, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut que les gens, les dirigeants considèrent qu'ils ne sont pas propriétaires du trône. Il faut qu'ils aient une légitimité. Alors que se considèrent comme propriétaires du trône, il y a bien longtemps qu'ils sont vomis par une bonne partie de la population, qu'éventuellement, en réalité, on est en Afrique dans des régimes de colonels, peut-être un peu plus mous que ce qu'on a connu à Buenos Aires, mais c'est du même tonneau. Entre Pinochet et certains dirigeants que je préfère ne pas citer volontairement, l'écart n'est pas forcément des plus épais. Hein. Eh bien voilà, cher monsieur Garrier, nous arrivons avec cette dernière conclusion au terme de notre entretien. Nous espérons tout de même que les téléspectateurs et les auditeurs de Diaf TV qui nous ont suivis tout au long de cette émission se sont fait une religion sur le propos que vous avez tenu et que, au-delà même de votre propos, ont trouvé là des sources d'inspiration pour éventuellement se projeter dans le futur. Merci. Merci. Vous êtes très gentil de m'avoir reçu. Et merci à tous. Au revoir.